j'ai fait des études alimentaires sans réfléchir parce que je ne savais pas quoi faire. Sciences Po, c'est ça hein? Non, j'étais à Dauphine avant. Dauphine, ouais. Ça m'intéressait pas du tout. Après, je suis allé à Sciences Po en communication en me disant je vais peut-être être journaliste. Je voulais être littéraire, enfin travailler dans les milieux de la culture. Ça m'intéressait parce que je suis lecteur, parce que je trouve plus intéressant de parler de livres que de parler de comptes d'exploitation et voilà. Et que pendant 4 ans à la fac de gestion, j'ai absolument rien appris d'intéressant. Enfin, je comprends même pas qu'on fasse une école de commerce. Quoi. Je partage. C'est pas des études quoi. Ouais. Et puis avec des copains qui faisaient partie de mes 2 copains qui savaient lire à l'époque, on parlait beaucoup de bouquins. Et moi j'ai toujours lu la littérature américaine. Enfin, depuis que j'ai passé mon bac, enfin, j'ai complètement basculé dans la littérature américaine, le polar, etc. Et puis je parlais de livres qu'ils ne connaissaient pas parce que j'adore lire en anglais. Et puis voilà, l'idée était ah, c'est marrant ces livres-là, c'était beaucoup de livres sur la pêche à la mouche, sur la nature. Vous ne les connaissez pas, moi je ne m'intéresse pas du tout à l'actualité, même maintenant, c'est une faute d'ailleurs. Mais en discutant avec eux qui étaient des vrais lecteurs curieux, intéressés, avec lesquels on échangeait, je me suis dit c'est bizarre, ces livres-là, moi ils m'intéressent, ils ne sont pas traduits en français, pourquoi pas le faire? Et on a commencé à se voir à 3, en se disant tiens on pourrait monter une maison d'édition, en plus de nos boulots, quoi, faire ça le week-end, mais on n'y connaît rien. C'était l'occasion de prendre quelques bières ensemble. Puis il y en a un qui s'est marié, qui est parti vivre en Chine, l'autre qui ne le sentait pas trop parce que c'était quand même plus mon projet, c'était plus mes livres. Et puis ça c'était entre novembre 2003 et 2004, et puis fin 2004, j'en ai parlé avec ma femme, j'ai eu son feu vert, et en février 2005 j'ai quitté Hachette. J'ai monté la boîte en mars 2005 et ils sont sortis en janvier 2006. Formidable. Et donc les premiers auteurs, c'est vous appelez les maisons d'édition américaines, vous les proposez de traduire, il y a une étude de marché ou vous n'y allez pas par passion? Non, c'est ça qui est marrant. Quand j'étais à Dauphine, j'avais fait de l'entrepreneuriat. Donc j'avais appris à monter une boîte. Et je l'avais fait, que j'avais monté des structures quand j'étais chez Hachette, en tant que directeur financier, etc. Mais c'est pas du tout comme ça qu'on fait. Dans l'édition, il n'y a pas d'étude de marché, puisque chaque livre est unique. Moi, je suis incapable de vous dire si ce livre va marcher ou pas. On le lit, et puis on le fait. Il n'y a pas d'étude de marché possible, sauf quand on fait du produit purement marketing, style les dérivés de 50 Shades of Grey. Non, on est d'accord, voilà. Oliver, mais ce que je voulais dire, c'est par exemple, à un moment donné, moi je partage tout à fait votre avis, puisque j'ai monté une société sans faire d'études de marché, bien évidemment, mais tu aurais pu, par exemple, te dire, tiens, il y a un vide dans la littérature américaine traduite, ça c'est un constat que tu as fait, mais est-ce que tu aurais pu te baser sur certaines études pour corroborer cet instinct? Non, c'est vraiment l'instinct qui a guidé. À ma connaissance, il n'y a pas d'études déjà sur les... on a beaucoup de mal, moi j'aimerais bien savoir, par exemple, ce qui se vend en France. On a très peu d'informations, on a des panels marketing, GFK, Ipsos, mais on a du mal à savoir, les éditeurs montent sur leurs chiffres, quelle est la part du polar, le polar on le sait un peu, mais la vraie littérature, la poésie, qu'est-ce qu'on met dans la littérature, on n'arrive pas à analyser ça. Et moi à l'époque, non, j'avais aucun élément chiffré, j'avais juste cette idée. Le point de départ, c'est de dire voilà, j'ai 35 ans, je suis un type moyennement éduqué, enfin je suis un type normal. Il devrait y avoir suffisamment de personnes comme moi pour tenir sur une maison d'édition. Et en fait, c'était complètement fou. Et est-ce que tu penses que, parce que ça m'est arrivé moi personnellement, et je l'ai découvert sur le tard, est-ce que tu penses que cette vie, j'ai cru comprendre, de fils unique, de rêver un peu dans ta tête, comme tu le faisais enfant, c'est en Corée, c'est ça est-ce que tu crois qu'il y a un élément déclencheur, connu ou pas connu encore dans ton parcours familial, etc., qui fait que tu t'intéresses justement à la littérature américaine, aux grands espaces, ou tu penses que c'est venu vraiment par hasard? Ça, je ne sais pas. Zweig disait qu'on aurait tort de sous-estimer l'ennui comme force créatrice pour les artistes. Moi, je ne suis pas artiste, mais je pense que le fait de lire, déjà, est lié à une histoire personnelle, toujours. Donc, revenons un peu à ta réussite. Tu démarres, je suppose, en appelant, avec sa nique et son couteau, tu appelles les éditeurs américains des livres que tu as aimés. Non, alors en fait, j'avais rien d'autre que cette vague idée de faire... des livres avec une sensibilité grands espaces. Voilà.
mais j'avais même pas ces mots-là, j'employais même pas ces mots-là. Et j'en ai parlé dans ma famille. J'ai dit à mes beaux-parents, je me souviens, voilà, je vais quitter mon boulot, je vais monter une société dans l'édition, dans le créneau le plus bouché, c'est-à-dire la littérature américaine où tout le monde est, et la littérature ça se vend pas, c'est pas la BD, c'est pas les mangas. Donc j'ai eu leur bénédiction aussi, et mon beau-père qui il y a très longtemps était banquier, m'a dit va voir une de mes amies qui s'appelle Anne-Marie Métayer. Il la connaissait depuis 30 ans, ils étaient vaguement amis, va la voir de ma part. Voilà. Et je suis allé voir cette femme, j'ai quitté Hachette, je crois, le 9 février, le 12, j'étais dans son bureau. En disant, voilà, je suis venu avec 2-3 livres que j'avais en main, je dis, voilà, je pense qu'il y a aux États-Unis une littérature avec une sensibilité de l'Ouest, des grands espaces, on connaît Jim Harrison, etc. Mais il y a plein d'autres choses qui vont plus loin, qui parlent de nature, des récits, des essais, qui sont pas... Voilà, il n'y a pas d'école. On n'a jamais regroupé ça, et moi je pense qu'on peut faire une maison qui s'intéresse qu'à ça. Et elle dit, oui, ça me paraît une très bonne idée. Elle m'a reçu pendant 2 heures. Et elle m'a... Je dis, bon, mais voilà, mais je n'y connais rien. Comment ça se passe? Elle m'a dit, voilà, alors déjà, il faut acheter les droits étrangers. Ah bon, ok. Alors moi, je prenais des notes comme un étudiant. Il faut contacter des agents. Donc en France, il y a 4 principaux agents. Michel Lapôtre, Boris Hoffman, Elgan Benisti, la nouvelle agence, Vanessa Pling, voilà. Vous les contactez de ma part, elle me donne les numéros de téléphone. Et c'est à vous de trouver qui il représente. Et allez voir Boris Hoffman de ma part, il vous expliquera. Après, il y a les imprimeurs, contactez tel imprimeur de ma part, etc. Et je suis reparti avec... Voilà, et puis j'ai appelé des gens. Et puis en fait, dans le livre, il n'y a pas de... C'est pas vraiment un métier éditeur. Il y a plein de gens qui connaissent leur métier, qui participent à la fabrication du livre. Mais l'éditeur, il ne fait que coordonner ça. J'avais un autre copain qui avait monté une maison d'édition de guide de voyage, Thomas Jonglaise, quelques années auparavant, qui me parle de sa graphiste, Valérie Renaud. Pour les traducteurs, mon beau-frère travaille dans une boîte de jouets, il connaissait le traducteur des notices de jouets, Hasbro, appelle-la, elle aura peut-être des copains. Voilà. Et un de mes meilleurs amis me dit, oui, moi j'ai mon voisin qui est éditeur, tu devrais le rencontrer, il est très ouvert d'esprit, et c'est Laurent Beccaria, l'éditeur des Arènes, qui est devenu éditeur aussi de 21 et de 6 mois, etc. C'est celui qui a interviewé Élie Benoît de Saint-Marc, tous ces gens-là, non? Oui. Ah ouais, voilà. Monsieur le Président, depuis mon âge d'homme, j'ai vécu pas mal d'épreuves, qui est un superbe livre. Voilà, c'est lui, c'est son neveu. L'entretien de Laurent Beccaria, d'accord. Et lui, je suis arrivé, voilà, avec mon idée et tout. J'avais fait des maquettes et il me dit, oui, c'est intéressant votre projet, il y a des choses à faire. Mais les maquettes, ça va pas du tout, il faut refaire ça. Et puis il m'a vraiment tenu le crayon. Et j'allais le voir, pour les maquettes, j'étais super vexé, parce qu'il m'a dit, mais pourquoi vous voulez vous faire ça? Parce que je voudrais pas faire comme tel éditeur, je ne peux pas faire... Et il dit, non, faites pas ce que vous voulez pas faire, faites ce que vous voulez vraiment faire, ce que vous portez vraiment. Soyez complètement honnête. Et du coup, je suis rentré, et dans la nuit, j'ai refait la maquette telle que je la voyais. Et après, on l'a peaufinée, c'était ça. Et comment tu as fait après? Puis après, voilà, je suis allé le voir, et toutes les semaines, il me tenait pendant 1 heure, il me disait, oui, alors il faut que tu fasses un argumentaire, comme ci, comme ça. Enfin, et il m'a vraiment tenu le crayon. Et Anne-Marie et lui, qui sont 2 éditeurs de talent vraiment brillants, mais très différents, m'ont vraiment... Mais t'étais parrain, en fait. Ouais, vraiment parrain. Et comment tu as réglé une autre clé, qui est la distribution, justement, parce que... Et ben, grâce à Laurent. Alors, et puis, alors, je poursuis juste sur mon idée, c'est qu'après, tu vas voir les agents, et tu discutes, voilà, tel auteur, Le Gang de la Clamolette, j'aimerais bien le publier, d'accord, pas de problème. Donc, il y a des agents qui te font confiance, il y en a qui n'ont pas voulu me recevoir, d'autres qui m'ont reçu tout de suite, Michel Lapôtre par exemple. Tu dis, bon, bah, il faut que je vous fasse une proposition. Ben alors, comment on fait une proposition? Et puis, ben, ils disent, bon, voilà, il y a une échelle de droit, jusqu'à 5 000 exemplaires, 10 000 exemplaires, au-delà de 10 000, avec un avaloir qui normalement doit couvrir... Enfin, il t'explique vraiment. Et après, pareil pour l'imprimeur, il connaît son métier, il dit, alors vous avez besoin de quoi pour imprimer un livre? Ben, il nous faut un fichier PDF, comme ci, comme ça. Ah, tu notes, et puis après tu as le compositeur qui va te mettre tes livres en forme, lui il comprend tout à fait ça. Et ta graphiste, elle comprend tout à fait ce langage-là. Donc toi finalement, tu as juste des désirs.
des envies, des goûts et rien d'autre. Et après, tu as des gens très professionnels qui communiquent entre eux, qui ont chacun leur langage, leurs compétences techniques, et de même que toi, tu fabriques pas les bâches, j'imagine, tu les imprimes pas non plus, tu fais pas les photos, je pense, et voilà. Tu es un ensemblier. Et là, c'est pareil, voilà. Et c'est vraiment très poussé dans l'édition, parce qu'il y a plein de métiers qui tournent autour du métier d'éditeur, qui font vraiment vivre c'est ce qu'on appelle un service fabrication chez Gallimard, ou le service graphique chez Actes Sud, ou, voilà. Mais là, c'est des gens en freelance. Et donc maintenant, tu as des rabatteurs qui te ramènent certains auteurs, ou c'est toi qui tiens un peu à les découvrir comme si tu passais au puce et que tu dénichais l'objet que personne n'a vu très vite, la grande angoisse de l'éditeur, c'est de ne pas trouver les livres c'est de pas trouver de livres, c'est de manquer de livres, c'est d'être en manque. Et en fait, c'est une angoisse qui n'est pas justifiée. Tu reçois des livres tout le temps. Alors, tu as des agents qui t'envoient des livres, des éditeurs t'envoient des livres, des agents américains t'envoient des livres. Donc moi, les livres s'accumulent, tous les jours, je reçois des trucs. Dans 98% des cas, c'est même pas la peine de les regarder. Ça dépend des agents, il y en a qui comprennent bien ce que tu fais, ce que tu aimes, etc. Tu t'aperçois que tu travailles régulièrement, enfin, je fais un tiers de mes livres avec la même agence, par exemple. Avec certains éditeurs, tu fais 2-3 auteurs en commun, tu fais une sensibilité, et puis, mais 90% des livres qu'on publie, c'est des livres qu'on va chercher. Et tu fais appel à des gens de l'extérieur pour les lire, ou c'est dans l'équipe ici? Non. En fait, pour la première fois, il y a un mois, j'ai eu recours au service d'une lectrice qui a très bien travaillé, etc., mais ça me convient pas tellement. D'accord. Justement parce que j'ai une liste, tu vois, là, sur mon ordinateur, en permanence ouverte, de voilà, lecture. Ça, c'est la quinzaine de livres que je dois lire, certains depuis 2 ans, d'autres depuis 15 jours. Voilà, et puis je la mets à jour tous les jours, puis je dis non, celui-là, je ne vais pas le lire, ça ne m'intéresse pas, je le sens pas. Et puis, tu as des pistes, tu vois, les livres, tu regardes des blogs de journalistes américains, d'auteurs américains. J'aime beaucoup mettre mes auteurs à contribution. Craig Johnson me dit tiens, lis ça, c'est vachement bien. Craig, il est formidable. Voilà, non mais tu cherches, il n'y a pas de méthode vraiment. Ça t'arrive par exemple à l'inverse de voir, je dis n'importe quoi, d'aller voir un film américain justement sur les grands espaces, et puis tu découvres au générique que justement il a été tiré d'un livre, et c'est aussi une source, une piste pour... Alors ça a été très fait, ça a été beaucoup fait déjà. François Guérive, c'est comme ça qu'il a commencé, c'est comme ça qu'il m'a raconté, qu'il est passionné de cinéma, puis regardé, ah bah oui mais... L'homme des vallées perdues, bah oui, c'est Jack Schaeffer, hop, il achète le livre, et puis c'était avant Internet, donc tu vois, les brocantes aux États-Unis, machin. Et plein d'éditeurs de polar l'ont fait aussi, les William Irish, je sais pas moi, Westlake, tout ça, enfin ils étaient dans le cinéma avant. Donc, mais moi je le fais parfois pour certains films. Il y en a qui sont tombés dans l'oubli. Il y en a qui ne sont pas tombés dans l'oubli mais qui n'ont pas été bien lus. On va publier. Moi, j'aime bien faire ce parallèle avec le cinéma, mais c'est pas une méthode plus importante qu'une autre. Mais tu vois, on a publié Birdie, qui est un film qui, à mon avis, a terriblement vieilli, alors que le livre est magnifique. On va publier Premier sang, qui est Rambo, qui est un livre plus simple, tu vois, mais qui est un polar vraiment bien et très différent qui n'a rien à voir avec le film, mais vraiment rien à voir. Quand tu es dans le livre, le rapport au temps est différent mais je me suis rendu compte. de celui c'est plus long. Non mais c'est vrai, tout est très long, parce que quand tu dis qu'un éditeur met 1 an à te répondre, je comprends tout à fait. C'est insupportable pour l'auteur, mais c'est... Voilà, l'éditeur, il a plein d'auteurs à gérer. Moi, j'ai pas des masses d'auteurs, mais quand même, une petite quarantaine, et t'en as qui ont une importance économique importante dans ta société, donc ils passent avant. T'en as qui sont tes amis personnels, d'autres pas. T'en as qui te font vibrer tout de suite, d'autres moins, même si tous nos auteurs on a des rapports très proches avec eux, puisqu'on est petits, mais tu comprends que dans une grande maison, et le rapport au temps est très différent, c'est-à-dire que
mon premier objectif dans 5 ans, c'est d'être encore là. C'est pas... mon objectif, c'est d'être dans 100 ans comme Gallimard. Tu vois, pas aussi gros, mais d'être encore là. Simplement d'être là. Et d'avoir un beau catalogue. Te dire, ah oui, ça c'était chez Gallmeister. Ça c'est important, tu vois. Il y a plusieurs manières de faire de l'édition. Moi j'ai une vision très patrimoniale. Moi c'est un plaisir de collectionneur de dire, ah voilà, Tim O'Brien, c'est un des livres qu'on a le moins bien vendu, c'est un des plus beaux livres de la littérature américaine du XXe siècle, il est chez nous. C'est pas nous qui l'avons publié en premier, c'était Plomb. Mais voilà, il est tombé dans l'oubli, comme Lonesome Dove, on est fiers de faire. Enfin, moi je suis très fier d'associer mon nom à ces gens-là. Mais comme un réceptacle, vraiment comme une maison. Le parcours. Voilà. Et donc dans 5 ans, je sais pas, il y a plein d'auteurs que j'aimerais avoir, le prochain Cormac McCarthy, le prochain Franzen, le prochain Philippe Roth, le prochain Richard Ford, le prochain Jim Harrison, voilà. Et je pense que les auteurs qu'on a, certains deviendront. Alors, plus court terme, Oliver, et dernière question, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter à vous et à votre charmante compagnie efficace là, dans le dos et pour la société, qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour 2013? Je sais pas, qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Que je sois plus gentil? Non, ce serait perturbant. Non, 2013, je sais pas. Non, on a un très beau programme pour 2013, je suis très content, on a des livres très forts, avec Wilderness là, avec un nouveau livre de David Vann, un nouveau roman de Fred Johnson, enfin, on a un beau programme, donc je pense que il faut qu'on atteigne notre vitesse de croisière, qu'on soit dans une année, qu'on trouve notre place, puisque la maison a été en croissance très forte, hyper forte jusqu'à 2016, puis après on est descendu forcément, qu'on reste à une vitesse de croisière où, avec des ventes moyennes stables et fortes, et qu'on renforce notre lectorat. C'est-à-dire, c'est très immatériel et ça a l'air un peu fumeux, mais le rapport au temps est différent et le rapport au lecteur est différent. C'est-à-dire que même si tu es commerçant et que tu vends des livres, tu crées une relation avec des lecteurs et c'est quelque chose de durable et de pérenne. C'est ça qu'il faut arriver à faire. Et comme normalement 2013 ne devrait pas être une année extraordinaire pour beaucoup de gens, c'est cette relation qui fera la différence. C'est d'avoir des lecteurs qui te suivent et qui te font confiance. Parce que quand tu dis aux gens, voilà, dépensez 22 € pour ce livre-là, ils le font s'ils te font confiance. Et si tu les déçois, que ton livre n'est pas bon, mal travaillé, etc., ils te feront un petit peu moins confiance, puis à la fin, ils te lâcheront. Et en fait, c'était pas ma dernière question, voilà la dernière. Pour mes 1100 fans sur Facebook et ceux qui viendront, qu'est-ce que tu leur conseilles là d'acheter de Gallmeister à court terme? On va mettre la vidéo en ligne, je pense, la semaine prochaine. Qu'est-ce qu'ils achètent? Donne deux de tes titres à prendre là, à ne pas, absolument pas louper dans les 15 jours qui viennent. Je fais pas ça. D'accord. Ok. Non, mais il y a peut-être quelque chose dont tu étais très fier, tu as parlé justement. Non, mais j'ai parlé de Tim O'Brien, de Lonesome Dove, mais je peux pas choisir en fait, parce que chacun aura ses goûts. Je sais pas faire ça. En fait, c'est toi qui dois le faire. C'est toi qui dois dire aux gens si t'es fan à toi, donc toi tu les connais mieux que moi, mais il y a des livres qui, moi ma femme par exemple, lit elle 3 ou 4 de mes auteurs, pas plus. Tu vois, donc je sais pas faire ça. Merci beaucoup, Lina. Merci à toi. Got my window open wide. I got my window open wide. I got a good woman by my side. I got a good woman by my side.